Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, je renoue le dialogue avec un invité qui était venu en 2022, je crois, en mois de juin 2022. Il n'était pas seul d'ailleurs, il était avec Corinne Maury. Il était venu pour nous parler d'un livre autour de Lave Diaz. Et cet invité, c'est Olivier Zouchois. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom de famille. C'est J'espère que c'est c'est parfait. voilà, exactement. Et Olivier Zouchois revient aujourd'hui parce que ce livre, voilà, je le montre. Et le livre s'intitule Attrait au pluriel de la durée avec comme sous-titre, pardon, important, plan au pluriel, perdurant et montage intra-plan dans le cinéma contemporain. C'est dans la collection Forme Filmix éditée chez les éditions Mimesis. Et d'ailleurs, je salue le service de presse des éditions Mimesis pour pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et je rappelle quand même que vous êtes professeur HES associé au département cinéma de la Genève. Et vous êtes aussi réalisateur et monteur. Et vous avez réalisé notamment des essais cinématographiques comme Djourou en 2004 ou Au loin des villages en 2008, comme Des lions de pierre à l'entrée de la nuit en 2013 et Le périmètre de Kamsé en 2020. Et vous avez co-dirigé donc des ouvrages, Montage, une anthologie 1913-2018 et je le disais, Lave Diaz, Faire face avec Corinne Maury. Alors, première question, je la pose à tous mes invités, c'est normal. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien, heureusement, dans un monde qui, lui, ne va pas bien. Donc, c'est surtout ça qui m'inquiète beaucoup. Voilà, on a l'impression que le monde a perdu toutes ses boussoles, qu'il est hors de ses gonds, que le droit international n'existe plus. Et c'est ça qui m'inquiète ces temps-ci. Mais j'essaye d'aller bien, oui. C'est pour Merci. ça que je pose la question récemment à mes invités. On va essayer peut-être de faire une petite, comment dire, de faire une espèce de petit pont entre ce que vous venez de dire et le livre qui nous réunit aujourd'hui. Est-ce que cette manière de regarder le monde via le montage intraplan, est-ce qu'il y a un peu de cela aussi dans ce que vous avez travaillé, sur le corpus que vous avez travaillé? Oui, oui, je pense tous les cinéastes sur lesquels j'ai travaillé dans ce livre sont des cinéastes qui sont souvent engagés auprès des plus démunis, des sans-voix, des oubliés, des oppressés, des colonisés. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que justement, ils sont réunis par quelque chose qui est une forme, qui est le plan, certains diraient plan long, moi j'ai préféré appeler ça plan perdurant, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus en fait après. Et pourquoi est-ce que ces cinéastes choisissent cette forme du plan perdurant, du plan séquence? Eh bien, c'est pour accueillir la diversité, c'est pour accueillir le quotidien, c'est pour accueillir des vies différentes dans la longueur. Ces plans perdurants, ces plans longs, ces plans séquences sont un peu comme des écrins dans lesquels le réel va pouvoir s'exprimer dans toute sa diversité. Et voilà, donc ils sont un peu tous réunis par ça, c'est-à-dire aller donner parole, aller donner attention à des êtres souvent auxquels on ne fait pas attention. Et cette attention, eh bien, elle est justement exemplifiée par la durée du plan qui permet d'aller creuser ce réel. Est-ce que ces formes de cinéma, comme on peut les appeler, est-ce que elles obligent à repenser complètement ce qu'on appelle, entre parenthèses, monter un film aujourd'hui? Je vous pose cette question parce que le livre s'ouvre sur une citation, enfin, sur un extrait d'une interview que vous aviez accordée, je crois, si je ne me trompe pas, Bellatar, à Oui. Corinne Maury et vous, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est pour ça que je vous demande si ces formes de cinéma, finalement, obligent à repenser tout cela, ce rapport au montage. Euh, oui, parce que ça ne l'oblige pas, mais en tout cas, les cinéastes que j'ai analysés décident de regarder le montage d'une manière différente. Voilà, alors ça dépend de leur technique. Si on regarde Bellatar ou, je sais pas, Oubo par exemple, ou Lavdiaz, c'est clair que le rapport au montage est radicalement différent. Alors, il y a ceux qui, dans ce livre, font des plans séquences avec des structures. Donc, dans ce cas-là, le montage est compris dans le plan pendant le tournage. Donc, il s'agit de faire des très longues répétitions
le plus souvent, de créer des mouvements. Et c'est une partie de mon travail, ça a été en fait de décrire ces mouvements de caméra chez Bellatar, par exemple, où je me Mhm. suis intéressé à la manière avec laquelle Bellatar va enlacer les personnages dans l'espace par des mouvements de caméra qui, en fait, fusionnent personnages, espace autour, animaux, lieux. Tout ceci, en fait, devient un espèce de grand bloc dans la viscosité du temps et ça passe par des structurations complexes que j'ai essayé d'analyser. Voilà, donc il y a des plans qui enlacent le champ et le contre-champ, il y a des plans orbitants, des plans à stase filée. Enfin voilà, j'ai fait toute une zoologie et une analyse de ces techniques de plan et donc de ces techniques que j'ai appelées en fait le montage intra-plan, puisque on a l'impression que finalement le plan se sépare en une espèce de concaténation d'un certain nombre de sous-plans qui sont liés, fusionnés dans un mouvement plus général. Donc, ça, c'est un des aspects de ce que j'ai essayé d'analyser. Mais bien sûr, vous avez également des cinéastes qui pratiquent des plans séquences fixes. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de mouvement de caméra. C'est donc à l'intérieur des plans que se structurent les choses. Alors, prenons par exemple, je ne sais pas, Roy Anderson, dont j'ai Mhm. analysé la manière avec laquelle il crée des plans fixes qui créent ce qu'il appelle des condensations de la réalité dans des images complexes. Eh bien, il va structurer ces plans fixes qui sont toujours tournés en studio, élaborés pendant de nombreux mois avec des décors qui sont complètement construits. Eh bien, il va structurer à l'intérieur de ces plans différents niveaux et le montage va être pris en fait dans la géométrie du décor et aussi dans la manière avec laquelle les personnages rentrent à l'intérieur de ces scènes et souvent, par exemple, il va donner plus en fait la parole par exemple aux hommes, aux patronat et reléguer des personnages secondaires dans l'arrière du plan, et c'est ainsi qu'il va parler des problèmes économiques, des problèmes de classe, des problèmes de genre, de la manière avec laquelle la société suédoise est en fait fractionnée. Donc tout ça dans un seul plan. Si vous prenez par exemple l'Avdiaz, eh bien l'Avdiaz, ça va être radicalement différent. Chez l'Avdiaz, il y a très très peu de montage. On va plutôt parler d'une habitation du plan. C'est-à-dire que la technique de tournage de l'Avdiaz est, je pense, très symptomatique de ce point de vue-là. Il va créer, enfin, il va poser une caméra sur un trépied, il va définir un champ. Ensuite, il va demander à tous les acteurs de passer derrière la caméra, de regarder à travers l'œilleton en leur expliquant, ça c'est le champ de, enfin, le champ de vision, mais qui est ton champ de travail. Et donc, l'acteur ensuite et les actrices vont improviser une situation à l'intérieur de ces plans. C'est pour ça que j'ai appelé ça des plans situation. Et le montage finit par disparaître à l'intérieur d'une habitation semi-improvisée du plan. Donc on voit que c'est radicalement différent. Donc le montage, entre guillemets, disparaît en tant qu'acte à la table de montage. Pour autant, à l'intérieur de ces plans que j'ai appelés perdurants, eh bien, enfin, le montage est présent de manière très très différente. Enfin, excusez-moi pour cette explication peut-être un peu longue. Absolument pas. Là, pour le coup, vous savez que chez Microciné, la durée est fondamentale. Donc, prenez votre temps, c'est important. Mais là où je veux en venir, c'est que je me posais cette question qui n'était pas du tout prévue par rapport à vos travaux. Là, je parle aux cinéastes. Est-ce que tous ces questionnements qui se sont développés dans le livre, est-ce que ce sont aussi des questionnements que vous aviez déjà abordés, vous, essayé et expérimenté en tant que cinéaste dans vos principes, dans vos travaux documentaires? Oui, exactement. En fait, je pense que l'idée de ce livre est née en fait par ma pratique, mais dans le champ documentaire. Moi, Hmm. dans les films documentaires que je fais, je m'intéresse très très fort au lieu. Je tire parti quasiment un peu de la géométrie du lieu, de l'espace, et je laisse les situations vivre à l'intérieur des plans. Donc, souvent, en fait, je me crée un espèce d'écran comme ça, et je laisse la vie s'y déployer, et finalement, le montage après n'est que aller en fait à la comment dire, à la cueillette de plans souvent très très longs. Moi, j'ai fait des longs métrages documentaires comme Au loin des villages qui font allez, 75 minutes et il y a 42 plans. Donc c'est vraiment très Oui. très peu de plans. Donc j'ai en effet cette pratique du
plan fixe, voilà, dans la durée. Et puis j'ai également fait des films documentaires avec des très très longs plans séquences sur des rails de travelling, notamment au loin, comme des lions de pierre, sur un petit îlot grec où ma caméra quasiment en fait archéologique s'en va creuser la mémoire du lieu, voilà, en scrutant l'espace. Donc je pense que l'idée de euh, ce livre, et peut-être même en fait le plan perdurant, eh bien, il vient de cette pratique quand vous avez votre œil dans l'œilleton et que vous sentez l'espace fusionner avec le temps dans le mouvement de la caméra qui se déplace sur un travelling. Je pense que cette notion de plan perdurant que j'ai essayé de proposer, qui fait appel à une espèce de fusion de l'espace et du temps que j'ai appelé d'une coalescence spatio-temporelle, eh bien, elle vient de cette expérience quand vous êtes sur un chariot de travelling et que vous avez Mm. l'impression que votre caméra creuse l'espace et fusionne le temps dans une quasi-viscosité. Et donc j'ai essayé de mettre tout ça dans cette notion de plan perdurant. Alors, bien sûr, c'est une notion qui doit beaucoup à Tarkovsky, à la notion de la pression du temps, hein, que Tarkovsky exprime dans Le temps scellé. Pour lui, au montage et au tournage, il faut être attentif à cette pression du temps à l'intérieur du plan. Et donc, le plan perdurant que pratiquent un peu tous les cinéastes que j'ai convoqués dans ce livre, eh bien, c'est un plan qui donne part belle à cette pression du temps tarkovskienne et qui permet au spectateur ainsi de percevoir une espèce de coalescence spatio-temporelle, d'en faire une expérience extrêmement forte et ensuite, à l'intérieur, eh bien, se déploie le réel. Voilà, c'est un écrin dans le temps, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, oui, c'est très lié à ce que j'ai pu sentir. Ouais. Juste une parenthèse, une digression. Je pense à un film assez particulier, je l'avoue. Mais quand vous parliez de chariot et de travelling, je pensais à un film où il y a cette configuration qui est, euh, qui est développée. C'est cette séquence incroyable dans un documentaire, Shoah, de Claude Lanzmann, où Lanzmann demande au chauffeur de train de refaire les mêmes gestes. Et donc, on est avec lui et le train avance vers Auschwitz, si je me trompe pas. Et est-ce qu'on peut parler de plan perdurant à ce moment-là? Oui, je crois. Oui, mais c'est en fait C'est assez différent, je intéressant que l'avoue. vous preniez cette Ouais. métaphore, enfin cet exemple-là, puisque en fait il y a eu justement en fait un article fait par, je crois, Jean-Michel Frodon qui essaye de relier Shoah, ce grand film, ce monument, comment dire, à mon tout petit film que j'ai fait après, comme des lions de pierre, en disant que les travelling que j'ai fait en fait prolongent ceux qui étaient tournés, comment dire, à Auschwitz. Donc, il y a quelque chose, en effet, de ce que vous dites là, dans ces plans perdurants, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller habiter l'espace, et cette habitation lente, elle permet à des choses de se révéler. Voilà. Mm. Je sais, et ces choses qui s'y révèlent, elles sont fondamentales parce que c'est des choses qui sont au creux. Elles sont pas de l'ordre de l'énorme action, elles sont pas, voilà, elles sont de l'ordre du ténu, et ce ténu raconte beaucoup de choses. Voilà, et c'est ça auquel j'ai été sensible. C'est-à-dire que si vous souvent, quand vous faites en fait des montages, ben, vous essayez de condenser l'action, vous essayez d'être. Enfin, certains vont parler d'un montage efficace, voilà. Et là, les cinéastes que j'essaye d'interroger, eh bien, justement, vont faire part belle. En fait, autant. Voilà, ils vont pas dire que ils font du cinéma lent, par exemple. Souvent, ils détestent ce mot slow cinéma, comment dire, moi aussi. Pour eux, c'est pas du cinéma lent qu'ils vont faire. Ils vont dire justement, c'est le cinéma du temps juste. Voilà, et c'est ça qui est extrêmement important. Quelle est cette justesse du temps? Eh bien, c'est pour eux un temps qui permet à un certain nombre de choses de s'exprimer, de s'expérimenter aussi quasiment en fait corporellement par la vision de ces plans dans la durée. Voilà, il s'agit d'expérimenter par la contemplation, par l'habitation du plan. C'est-à-dire que
autant les personnages et le réel vont habiter ces plans, autant c'est aussi au spectateur après d'aller en fait réhabiter ces plans. Donc on peut vraiment parler d'une double habitation comme ça. Et dans ce jeu qui est là, eh bien, naissent des singularités que je pense que d'autres techniques de cinéma tout aussi intéressantes qui vont mobiliser le montage, une continuité intensifiée par un grand changement du nombre de plans, eh bien, amènent en fait autre chose. Mais par exemple, si on prend les grands plans séquences de Bellatar, par exemple, dans Satan Tango, pourquoi est-ce que tout d'un coup, eh bien, il va utiliser ces plans et suivre la structure du livre de Laszlo Krasnaorkai en faisant 4 fois la même matinée dans le film, mais vu chaque fois du point de vue d'un autre personnage, et ben c'est parce qu'il va en fait enfermer les personnages à l'intérieur des plans séquences, et ces plans séquences vont comme réifier cette espèce de solitude énorme de tous les membres de cette communauté qui se désagrège, et c'est pas en fait le plan séquence qui va s'arrimer au dos des personnages ou s'arrimer à leur marche, et bien qu'il y a comme une espèce de d'inscription de la solitude comme une espèce de fil comme ça individuel où les êtres qui sont embourbés dans ces grandes plaines hongroises vivent de manière individuelle. Le tissu communautaire, le faire communauté est à ce moment complètement anéanti. Donc il y a une forme qui justement permet de faire sens, quoi. Voilà, je crois que ça c'est très important. C'est pas des formes qui sont comment dire inutile. Il faut quand même voir que ces temps-ci, il y a quand même de plus en plus de films, par exemple, en un seul plan qui sortent. Hein, voilà, on a eu 1917, il y en a, enfin, tout plein d'autres. Il y a même une page maintenant sur Wikipédia des films tournés en fait en un seul plan. Voilà, donc ça devient quelque chose qui est de l'ordre souvent de la performance, de la virtuosité. Voilà. Alors, et souvent c'est juste peut-être quelque chose qui est fait pour renouveler une forme, mais on sent pas derrière une comment dire une profondeur qui fait que ce dispositif était nécessaire. Mais par exemple, si on prend un film de Bellatar, par exemple, on peut vraiment dire que le plan séquence chez lui, c'est pas une affaire de morale, mais c'est une affaire de métaphysique, si vous me permettez l'expression. Ah bah oui, vous pouvez vous permettre ce clin d'œil assez sympathique, je trouve. Mais alors, si je devais vous poser une question très provocatrice pour le coup, ce serait dans ces, allez, dans ces plans qu'on va dire étirés, si on peut pas dire autrement, dans ces plans étirés pour synthétiser, euh, comment le spectateur, la spectatrice peut repérer les moments de bascule, les changements internes, les micros-événements? Comment elle peut repérer ces moments-là? Alors, je pense qu'il y a des plans dans lesquels il y a justement une structure qui est visible. Par exemple, si on prend, tiens, prenons le Cheval de Turin de Bellatar. Donc, c'est le dernier film de Bellatar. Vous avez dans une maison complètement abandonnée au milieu de la plaine hongroise un père et sa fille qui laissent la vie s'éteindre gentiment. Le cheval ne veut plus marcher. Et donc, il mange des pommes de terre et il y a 4 repas de pommes de terre, voire 5 en fait. Et ces 5 repas où la fille fait cuire en fait les pommes de terre, il les mange, eh bien, sont filmés par des plans que moi j'ai appelés à stase filée. C'est-à-dire que vous avez une véritable structuration du mouvement de la caméra qui part depuis l'endroit où les pommes de terre cuisent, puis ensuite arrive à la table, se pose, crée un espèce de tableau. Voilà, il y a vraiment une composition picturale issue de la peinture. Chez Bellatar, il y a vraiment un lien très très fort en fait à la peinture qu'il revendique. Chez Roy Anderson également, par exemple. Le plan donc s'arrête par exemple sur la table. On sent qu'il est mis exactement au bon endroit parce qu'on voit les 2 assiettes, on voit le pot de sel, puis il se remet en marche, il va attraper une autre partie du mouvement du père qui arrive, puis ensuite il revient. Et à chaque fois, entre ce que j'ai appelé des stases, eh bien, vous avez la construction d'une image composée de manière picturale presque parfaite, quoi. C'est-à-dire un équilibre des formes, une géométrie très très forte. Donc il se passe quelque chose, puis la caméra reprend son itinéraire. Donc là, il y a donc bien une structuration qu'on peut réellement identifier. Mais vous avez
d'autres plans qui n'ont strictement rien à voir, avec une structure identifiée. Si par exemple vous prenez, bah tiens, Hubo, qui a été un des disciples, ou plutôt étudiant de Bellatar, dans le seul film, enfin le seul long métrage qu'il a fait, An Elephant Sitting Still, eh bien vous avez la caméra qui s'arrime au personnage sans aucune structure construite. L'idée, c'est de suivre ces 5 personnages qui sont enfin, il y a un grand-père, mais autrement, c'est des jeunes qui sont perdus dans leur existence dans une ville chinoise dont on ne connaît pas le nom. La caméra utilise un objectif prime qui fait que, dû à une ouverture très grande, vous avez une profondeur de champ quasiment nulle, et donc la caméra ne fait que s'arrimer au personnage. Vous n'avez aucune structuration, vous n'avez strictement aucune envie de créer plusieurs plans à l'intérieur du plan, c'est juste une espèce de grande déambulation, et ce qui est très intéressant, c'est qu'au contraire de Bellatar, eh bien, Hubo va retrancher le monde qui est autour. Donc on ne voit généralement pas où ces gens sont, il n'y a pas de plan large, on est vraiment juste arrimé à un corps qui erre, qui marche, qui cherche une ligne de vie possible dans une ville chinoise. Et à partir de là, la notion de structure dont vous parlez n'existe pas. Chaque plan est comme un espèce de bout de ligne de vie, comme ça, et ça finit par s'entrecroiser. Alors, le montage, à ce moment-là, eh bien, c'est la manière de gérer cet entre-là des existences, avec des longs plans séquences qui sont comme des morceaux de fil de vie qui s'enchaînent, qui s'arriment les uns aux autres par le montage qui les concatène. Donc on voit que le montage dans ces films est radicalement différent s'il est à l'intérieur des plans ou s'il est entre les plans. Si vous allez chez Lavdiaz, là c'est vraiment encore plus intéressant de ce point de vue-là. Dans le livre que j'ai fait un espèce de kaléidoscope à la fin du chapitre sur Lavdiaz, avec tous les débuts de plans. Et vous voyez que ça fait une espèce de mosaïque de territoire, c'est des plans larges, et j'ai essayé de développer la notion d'être au territoire, c'est-à-dire que chaque personnage chez Lavdiaz est pris dans un terrain qui généralement, ou en tout cas très souvent, existe à l'écran avant que la personne entre. Chez Lavdiaz, vous avez généralement l'espace et la personne qui rentre à l'intérieur de l'espace. Donc on est toujours un être au territoire, on est un être à l'espace. Et donc le montage, c'est la suite de ces plans situation ou de ces plans espace mis les uns derrière les autres. Voilà. Mais c'est quoi Donc c'est quand même très radicalement différent. J'imagine, c'est quoi cette manière de voir le monde, leur position éthique à travers ces choix formels comme vous l'avez dit, le cadre, la durée, le rythme. Ce serait quoi cette manière de voir le monde ou de l'habiter? Mais donc, c'est, oui, donner attention. Voilà, donner une attention à ce pourquoi vous n'avez généralement pas l'attention. Bah, je sais pas, voilà, oui. Prenons par exemple l'exemple du début de Vitalina Varela de Pedro Costa, qui est un film, comment dire, aussi dur qu'il est somptueux du point de vue de la plastique qui est développée. Des hommes rentrent d'un enterrement où ils ont été en fait enterrés un camarade. Ils pénètrent dans un des quartiers où sont logis les ouvriers et Pedro Costa organise une suite de plans que j'ai appelés des plans à la porte. C'est-à-dire que, je crois, à 9 reprises mis les uns derrière les autres, il va en fait enchaîner, concaténer des plans où vous voyez quelqu'un qui monte en fait un escalier et qui rentre chez lui. Et bon, on peut se dire, mais à quoi ça sert de faire une suite de plans avec des portes? Eh bien, justement, par ces portes, il va raconter beaucoup de choses. C'est des portes qui sont très misérables. On voit que tout autour, eh bien, c'est fait avec des matériaux recyclés, qui ont été probablement volés sur les chantiers, et, ou empruntés ou recyclés. Et pour autant, on voit ces corps qui montent des escaliers, qui rentrent, et on comprend que c'est des corps fatigués, que c'est des corps usés par les chantiers, mais pourtant ils ont mis leur plus bel habit pour aller enterrer leurs camarades. Et donc c'est tous ces petits détails qui font que, eh bien, uniquement avec une série de plans fixes, perdurants, sur des gens qui franchissent des portes, qui sortent des clés de leur poche, eh bien, se dresse tout d'un coup un portrait de toute une société
invisibles qu'on ne va généralement jamais voir. Eh bien, voilà, la grande force de Costa là, c'est de trouver un dispositif cinématographique incroyable qui permet de faire un portrait, comment dire, somme toute très beau, très digne, qui redonne une dignité à des gens que la société relègue, oublie. Et je pense que, voilà, c'est ça. De même chez, bah tiens, prenons encore Lav Diaz. J'ai été donc assisté à un tournage d'un des films de Lav Diaz en 2020. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est une fois que le plan en fait est lancé, et souvent il n'y a qu'une seule prise, s'il y a quelqu'un qui passe et qui n'était pas prévu, ben, il passe dans le champ. S'il y a une chèvre qui arrive puis qui s'arrête au milieu du plan, eh bien on continue. Si tout d'un coup il se met à pleuvoir, ben, on va faire la scène avec de la pluie. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a une espèce d'équivalence comme ça qui est où tout est mis en fait au même comment dire, au même plan ou à la même force qu'on ait comment dire un acteur dans la scène comme Lloyd Cruz, qui est un des plus grands acteurs de série et des studios philippins, et puis quelqu'un du village que Lav Diaz a été voir le jour précédent, et puis qui s'est dit, bah, tiens, cette personne va pouvoir tenir un rôle qui est là, eh bien, tout le monde est mis de manière horizontale. Et cette horizontalité, je pense qu'elle raconte, enfin, elle veut raconter quelque chose du monde. Elle veut aussi s'opposer, en une certaine manière, à un certain cinéma qui, lui, va créer des hiérarchies, des personnages, qui va se concentrer autour d'une action efficace. Voilà, on en est vraiment à l'opposé. Et c'est pour ça que d'ailleurs que dans ces films, on voit toujours des figures solitaires, des personnes qui sont assez marginalisées, comme s'ils étaient en décalage avec leur environnement. Et ces films-là essayent de les remettre dans l'environnement pour le coup. Oui, enfin, ou, permettez-moi de dire plutôt, va les filmer dans leur environnement et va leur Dans leur redonner environnement. une force. D'accord. Je me suis intéressé par exemple à Tsai Ming-liang, Stray Dog, par exemple, qui est un film absolument splendide. Eh bien, vous avez un père de famille qui gagne sa vie en étant un porte-affiche dans un carrefour. C'est une affiche d'une compagnie qui essaye de louer ou de vendre des appartements. Et ce qui est extrêmement fort, c'est la suite de plans où on voit ce père pris dans la pluie, qui porte sa pancarte. Et ce qui est important, c'est de voir que c'est un individu qu'on ne voit pas. Il vit dans des tiers-lieux ou dans des non-lieux, si on voudrait prendre le mot de Marc Auger, hein, c'est-à-dire le long des routes, dans des croisements de supermarchés, dans des toilettes publiques. Enfin, il est là avec ses enfants qu'il essaye de maintenir en fait en vie propre, enfin de trouver de la nourriture, etc. Et cette personne qui normalement serait reléguée à n'être pas vue, puisque elle est dans des lieux qu'on ne regarde pas, eh bien, il va donner une attention au lieu et une attention à la personne. Donc, il y a aussi dans ces plans longs, souvent, en fait, un rapport au lieu, avec deux exceptions quand même dans le corpus que je me suis intéressé ici, c'est-à-dire Hubo qui, lui, comme je l'ai dit avant, va retrancher en fait la ville chinoise. Il va pas essayer de faire une sociologie de la ville et de montrer comment est-ce qu'elle l'oppresse ou elle dévore ses enfants, si vous me permettez l'expression. Ou encore Laszlo Nemes qui, dans Le Fils de Saul, et donc c'est un film, bien entendu, sur un sujet absolument incommensurable par rapport à tout ce dont on a parlé en fait avant, eh bien, il va également, par le flou, en fait, retrancher l'irreprésentable de ce qui se passe en fait dans un camp, et en concentrant l'image juste sur l'action d'un personnage, en l'occurrence un Sonderkommando, laissant en fait le problème de la représentation de ce qui se passe dans le camp, c'est en fait le son qui va le prendre en charge. Donc il va retrancher en fait l'image par le flou, il va retrancher l'espace, on ne verra ni les chambres à gaz, ni des exécutions. Par contre, on entendra par le son quelque chose qui va ainsi avoir une présence à l'intérieur du film. Donc on voit bien que le lieu est la plupart du temps
présent, le lieu, Corinne Maury en a parlé dans un certain nombre de livres où elle a fait une véritable théorie du lieu au cinéma. Alors, en effet, les plans séquences qui sont ici ont une force par rapport au lieu, donc, mis à part Ubo et Laszlo Nemes. Alors le flou et le hors-champ, comme vous évoquez, est-ce que ça va devenir, ou est-ce que c'est devenu, ou est-ce que ça devient une manière de guider le regard autrement que par le fameux et classique découpage? Alors, par exemple, oui, il est clair que chez Ubo, par exemple, le flou euh, concentre le regard uniquement sur le personnage. Voilà, il retranche le monde, il va il est à la fois je pense que, en effet, il concentre le regard du spectateur, mais il dit surtout que ces personnages ne sont quasiment plus dans le monde. C'est-à-dire qu'ils s'y débrouillent, ils y survivent, ils sont en fuite, mais ils n'adhèrent plus en fait au monde. C'est l'envers de chez Bellatar, par exemple, où les personnages, au contraire, sont complètement englués dans le monde. Il y a en fait ce célèbre, comment dire, dialogue de Carrère et de son amante dans Damnation, où il dit en fait que c'est pas lui qui est comment dire, dans le monde, mais que c'est le monde qui vient à lui et qu'il n'arrive pas en fait à y échapper. Donc, chez Hubo, par le flou, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le flou enlève le monde qui est autour, il va enlever en fait enfin, on peut dire dans ce sens-là, c'est un peu l'inverse de ce que fait Wang Bing par exemple ou Dia Zhangke, si on prend des cinéastes chinois, qui eux vont justement montrer comment est-ce que l'environnement, comment est-ce que les villes eh bien, vont broyer les individus, comment les oppresser, les exploiter. Là, on est dans l'étape suivante, on enlève ce qui est là. Encore une ou deux questions, mais avant cela, j'aimerais quand même prendre le temps de lire la table des matières, l'architecture du livre. Alors, il y a 6 chapitres pour le coup. Le premier chapitre, c'est plans perdurants et points de montage. Vous questionnez la typologie des plans longs, le découpage et montage, l'impossible dichotomie, mais ainsi les points de montage et les patterns structurels. Dans le chapitre 2, du plan tableau chez Roy Hodderson et Pedro Costa, Roy Hodderson est le plan composé en tableau et le montage par plan tableau raccordé chez Pedro Costa. Pardon. Et le chapitre 3, de l'enlacement, plan séquence et montage intra-plan chez Bellatar, Yubo et Laszlo Nemes. D'abord Bellatar et le montage en profondeur de champ, retrancher le monde esthétique du plan séquence chez Yubo et dans les marges floues du plan, le fils de Saul, comme on vient de l'évoquer, de Laszlo Nemes. Le chapitre 4 s'intitule Advenir, surgir, Lave Diaz et le plan situation, vous en parliez. Laisser advenir et déplier, puis ensuite pour une esthétique du surgissement, de la violence des plans rapprochés, du plan situation et les archipels territoriaux. Le 5e chapitre est consacré à Tsaminyang ou le montage architecture, non-lieu et disjonction, structuration géométrique, l'architecture mentale, les architectures mentales et points de montage de continuité psychologique et du tableau et de la situation. Et le 6e chapitre sera les réitérations, les récurrences et fixités, le quattrovolté du film, le film de Michelangelo Frammartino, pardon, boucles et ses entrecroissements avec Satan Tango de Bellatar et la conclusion. J'ai encore une ou deux questions qui peuvent émaner de ce que je viens de dire au niveau de la table des matières. Il y a certains films qui repose beaucoup sur le mode de répétition, sur les formes de boucles. Et je voudrais savoir, est-ce que cette répétition, pour le coup, est-ce qu'elle peut être pensée comme une forme d'écriture ou alors de construction en soi? Oui, alors, dans l'ouvrage que j'ai fait là, il y a 2 cinéastes où je me suis justement intéressé à la répétition. Au cinéma, la répétition, c'est dangereux. C'est un déjà-vu. C'est ce qu'on essaye d'éviter. Il faut toujours faire du neuf. Il faut qu'il y ait une progression dans le film. Il faut qu'il y ait eu de la surprise. Donc, revenir, oser le déjà vu, c'est déjà en fait complexe. Donc, pourquoi est-ce que certains cinéastes vont
faire du déjà-vu, si vous me permettez l'expression. Donc, j'analyse notamment donc, Satan Tango, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc il y a quelques minutes. Ici, la répétition, c'est pour montrer que ce qui serait, en gros, être un tissu communautaire, cette petite communauté qui se délite, eh bien, le délitement fait que chacun est pris à l'intérieur de ses solitudes et les plans séquences sont comme des solitudes. Donc, on va répéter la même journée, mais prise à l'intérieur des solitudes. Et j'ai essayé d'analyser les points de croisement. J'ai fait un espèce de schéma où on peut voir quelles sont les scènes qui sont répétées, à chaque fois vues en fait d'un point de vue différent dans un fil narratif qui correspond à des plans séquences différents. Et j'ai parlé de points de coprésence et j'ai essayé d'analyser comment est-ce qu'il y a un certain nombre d'images fortes, j'ai appelé ça des images balises, qui finissent par se graver à l'intérieur de la rétine du spectateur et qui ainsi servent de carrefour narratif. On comprend que les gens se croisent, on comprend que cette situation est la même. Il ne faut pas oublier que Satan Tango est un film qui dure 7 heures et quelque chose, donc il s'agit de créer quand même un certain nombre de balises narratives. Par contre, chez Framartino, eh bien là, c'est exactement différent, c'est vraiment des répétitions de plans, donc géométriques, c'est la répétition du lieu, mais à chaque fois, il se passe quelque chose de différent. Et là, l'idée est de pouvoir parler de ces tout petits villages de Toscane où le temps est quasiment arrêté, où la vie s'en va gentiment, il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a de moins en moins de vie économique qui s'y passe, et il s'agit de montrer que le temps est quasiment en fait figé, donc il y a une espèce de prévalence du lieu et que les individus ne sont que des individus de passage, en l'occurrence des chèvres en fait aussi. Du coup, il y a une répétition des plans du point de vue de leur cadre géométrique, mais vraiment c'est millimétrique, hein, c'est à chaque fois en fait le même cadre. Il y a des plans qui sont revus 7, 8 fois, et à chaque fois il se passe quelque chose de différent. Et la narration se fait par ces micro-changements à l'intérieur des plans. Donc ici, la répétition, elle a à voir avec cette notion d'un temps suspendu, comme ça, et on peut aussi relier ça au titre. Donc il quattro volte, donc c'est les 4 fois, c'est un titre qui vient de la théorie de la réincarnation, attendez, le mot c'est métempsychose, excusez-moi, je ne le retrouvais plus, qui vient de chez Pythagore et qui dit donc que tout être a 4 règnes, un règne minéral, un règne animal, un règne humain et un règne végétal. Et donc on passe d'un règne à l'autre. Et donc il s'agit de montrer comment est-ce que les êtres traversent par la métempsychose ces différentes étapes, tout en restant à l'intérieur d'un même lieu. Voilà, d'où répétition des plans. C'est une résistance pour certains, mais moi je ne veux pas dire que c'est surtout une résistance au cinéma, c'est plutôt une résistance au monde. Pour Lavdias, par exemple, le fait de faire des plans longs, ça a à voir quasiment avec une protestation décoloniale. Pourquoi? Parce que pour Lavdias, le temps court, c'est le temps capitaliste, c'est le temps de la rentabilité, c'est le temps des colons, c'est le temps amené par les Espagnols quand ils ont colonisé euh, les Philippines et interdit un certain type de rites. Voilà. Donc par ça, ils ont fait comprimer le temps et il y a une rentabilité. Donc il y a un lien qui est fait entre un temps court, un cinéma entre guillemets de divertissement, certains diraient capitaliste pour certains. Même chose pour Tsai Ming-yang. Tsai Ming-yang dit que son cinéma s'oppose à la manière avec laquelle la vie se fait dans les villes dans l'Est asiatique, hein. Il a par exemple essayé de faire toute une série de plans où on voit en fait son acteur fétiche qui marche de manière très très lente dans les rues. Il s'agit donc de contrer l'écoulement hyper rapide du temps. Donc c'est aussi un manifeste politique, c'est aussi un manifeste pour dire ces grandes villes, ces gigapoles
trépidante, avec une vie 24 heures sur 24, eh bien, broie les individus, ne leur laisse plus de temps. Donc le plan long va être en fait un écrin dans lequel on va redonner, allez, si vous me permettez ce jeu de mots, du temps au temps. Voilà. Attrait de la durée, plan perdurant et montage intra-plan dans le cinéma contemporain, pardon, c'est édité chez les éditions Mimesis. Merci beaucoup Olivier d'avoir pris le temps, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, de nous avoir consacré de votre temps pour discuter un petit peu de ce livre. Merci à vous. Merci beaucoup. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.